Donc l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Madame Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national. Monsieur le Premier ministre, les mots n'ont jamais suffi, les mots ne suffisent pas, les mots ne suffiront pas. Aujourd'hui, alors qu'elle remplissait sa mission au service des enfants de France, qu'elle était un de ces maillons qui permet de garantir à nos enfants le droit à l'éducation, tel que décrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à 31 ans, Mélanie est morte poignardée par un élève. Mes pensées vont à sa famille et en particulier à son très jeune enfant. Un nouveau drame vient donc de toucher l'école et par conséquent l'ensemble de notre nation. Un drame, pas un fait divers, sur lequel on brainwasherait, un drame qui appelle une réponse politique. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que notre société a vu la vie être progressivement désacralisée. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que l'ultra-violence s'est banalisée, en particulier chez les mineurs. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que des enfants deviennent orphelins et des parents sont obligés d'enterrer des enfants victimes de la barbarie. Les différents ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice, de l'Intérieur, qui n'ont pas pris la mesure depuis des années de la dérive d'une partie de la jeunesse, de son ensauvagement, de l'impact des réseaux sociaux et de la banalisation de la violence chez les adolescents, entre eux et contre eux-mêmes. Ces mots, tirés de la lettre publiée par la mère du jeune Elias, il y a quelques jours, sonnent terriblement justes en ce 10 juin. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle va être la réponse politique du gouvernement à ce drame qui suscite la peur de toutes les familles qui vivent dans l'angoisse de voir l'un des leurs tomber sous le coup des barbares et qui suscite, c'est à la fois juste et légitime, l'émotion, l'indignation, voire même la colère du peuple de France. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez raison, Madame la Présidente Le Pen, de dire que les mots ne suffisent pas et ne suffiront pas. L'ampleur de la vague, nous la connaissons tous, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons. C'est une décomposition de la société dans laquelle nous vivons et c'est le surgissement de pratiques de vie commune. L'un de mes collègues disait à l'instant tout bas que son petit garçon de 10 ans lui a dit « Quand est-ce que je pourrais avoir un couteau à l'école ?» Et ceci dans tous les milieux, naturellement les plus fragiles. On a deux choses essentielles à faire. La première de ces choses, c'est construire des règles et une réponse pénale qui puissent aller dans le sens de la dissuasion que ces jeunes, souvent garçons, pourront éprouver avant de se saisir d'un couteau et de le mettre dans leur sac. Je le rappelais, nous avons publié une circulaire pour qu'il y ait des contrôles de police et de gendarmerie à l'entrée des établissements scolaires. Nous avons publié cette circulaire le 27 mars. Il y a eu 6200 contrôles, près de 200 couteaux ont été saisis et 567 conseils de discipline ont été réunis pour lutter contre ce fléau. Nous allons travailler à l'application effective de l'interdiction de port de ce type d'armes. Il va falloir durcir la réglementation parce qu'un certain nombre de ces couteaux ne sont pas considérés comme des armes, même si ils sont construits pour une part d'entre eux pour figurer des armes très violentes. Il y a un deuxième travail que nous devons faire, c'est travailler à la question de la santé mentale des plus jeunes. À la première alerte, qu'il puisse y avoir examen, diagnostic et proposition de traitement ou en tout cas de prise de contrôle ou de reprise de contrôle de ces jeunes. Ces deux missions sont deux missions que nous ne pouvons pas éluder. Le 29 avril, j'ai demandé
à Naïma Mouchou et au préfet Ravier de conduire un groupe de travail sous leur coprésidence, dont les conclusions m'ont été rendues le dernier jour du mois de mai. Et ces groupes de travail, j'ai bien l'intention que les 50 propositions qui ont été faites soient conduites à leur terme, et je vais, si elle l'accepte, confier une mission à votre collègue Madame Mouchou pour vérifier l'application effective des propositions qui ont été faites. Ça n'est pas une baguette magique. Nous n'avons pas la clé de toutes les questions qui se posent, parce que ces questions, elles sont pour l'essentiel dans la société française, dans sa désorganisation et dans ses dérives. Mais ce que la loi doit faire, c'est assurer que les principes sont respectés autant qu'on puisse identifier les manquements à ces principes. J'ajoute que je crois, même si les premières expériences n'ont pas été évidentes, qu'on doit travailler sur les portiques à l'entrée des établissements. Des portiques avaient été mis en place dans certaines régions françaises. Ils n'ont pas été maintenus partout, mais je suis persuadé que nous ne pouvons pas rester simplement dans l'observation des accidents qui se multiplient. Et donc, le gouvernement a lui aussi l'intention d'aller dans le sens de l'expérimentation de portiques à l'entrée des établissements scolaires. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Vincent Descoeur pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. En tout premier lieu, je voudrais exprimer la solidarité des élus de notre groupe, la Droite républicaine, qui s'associe à l'hommage que vous avez rendu à nos 3 compatriotes décédés dans des circonstances tragiques. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. J'y associe mon collègue Sébastien Martin. La décision du gouvernement de suspendre le dispositif MaPrimeRénov' dès le 1er juillet a suscité incompréhension et colère. Incompréhension et colère de dizaines de milliers de nos concitoyens engagés dans des projets de rénovation de leur logement, mais aussi des PME et artisans du bâtiment, un secteur déjà en souffrance, des collectivités locales qui sont impliquées dans l'animation et de toute une filière dont l'activité va être une nouvelle fois impactée par l'instabilité des politiques publiques. Cette décision soudaine, qui n'a fait l'objet d'aucune concertation, est en totale contradiction avec l'objectif affiché d'augmenter le nombre de rénovations thermiques pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Dois-je vous rappeler que cet outil, qui est un des rares dispositifs incitatifs, souffre déjà de dysfonctionnements et est entaché par le débat récurrent et non sans fondement sur la fiabilité des DPE, et que de ce fait, le dispositif MaPrimeRénov' aurait certainement mérité une réflexion en profondeur et peut-être décentralisée pour éviter les fraudes, mais en aucun cas une suspension brutale et non concertée. Comment les propriétaires, au premier rang desquels les plus modestes, et souvent en milieu rural, vont-ils dans ces conditions pouvoir répondre à l'injonction qui leur est faite d'améliorer la performance de leur logement sous peine de ne plus pouvoir les louer? Monsieur le ministre, nous ne pouvons que souscrire à votre souci de lutter contre la fraude, mais il est important à cet instant que vous puissiez nous rassurer et surtout rassurer les porteurs de projets et les acteurs de la filière et nous confirmer que ce dispositif sera de nouveau fonctionnel et accessible dans les prochaines semaines. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Valérie Létard, ministre en charge du logement. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Descoeur, vous l'avez rappelé, MaPrimeRénov' est une politique essentielle qui concourt à l'atteinte des objectifs de la loi climat. Elle est surtout aujourd'hui dans une forte dynamique et est devenue la principale aide à la rénovation thermique des logements, avec 3 fois plus de dossiers déposés cette année par rapport à l'année 2024 à la même époque, particulièrement sur les rénovations d'ampleur. C'est 2,5 millions de foyers qui ont pu depuis 2020 bénéficier de MaPrimeRénov'. Je le redis ici et j'y associe mon collègue Éric Lombard puisque vous l'avez saisi à l'occasion de cette question. Il l'a rappelé,
le budget est sanctuarisé avec 3,6 milliards d'euros de crédits qui seront dépensés jusqu'au dernier centime. J'irai plus loin, nous allons même compléter avec plusieurs centaines de millions d'euros de certificats d'économie d'énergie l'effort qui sera constitué l'année prochaine aussi si le budget sera adopté. En tout cas, la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui sur vos territoires, c'est l'augmentation des délais de traitement. Cette augmentation s'explique par un afflux de dossiers que j'ai rappelé, une adoption aussi du PLF qui a démarré 2 mois plus tard et qui a engagé des retards. Ces délais de paiement sont aujourd'hui à peu près stables à hauteur de 40 jours en moyenne. Par contre, ont connu un allongement de délai de 70 à 100 jours. Et nous constatons aussi, comme vous le savez, sur l'accompagnement Rénov', sur les rénaux d'ampleur, une augmentation et une identification de fraude qui, avec le concours de la proposition de loi portée par Thomas Cazenave, va être prise en compte dès le 1er juillet de cet été par un plan d'action que nous montons conjointement avec les services de Bercy. Plusieurs milliers de dossiers seront pris en compte dans ce... Merci Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Sophia Chikirou pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, merci. Tout d'abord, j'exprime les condoléances du groupe La France Insoumise aux familles et aux proches collègues des 2 pompiers et de la surveillante qui ont perdu la vie. Et j'exprime notre solidarité pleine et entière. Monsieur le Premier ministre, avez-vous vu les images magnifiques des mobilisations dans tout le pays en soutien aux 12 membres d'équipage de la flottille pour Gaza ? Voyez-vous que partout dans le monde, sur tous les continents, les peuples se dressent pour dire stop au génocide? Avez-vous lu les révélations de Disclose et celles de 10 associations telles que Attaque, Havas, Progressive International sur l'ampleur des livraisons d'armes de la France à Israël? Depuis octobre 2023, la France a expédié plus de 15 milliards d'articles classés comme armes de guerre, bombes, grenades, missiles, pièces d'artillerie, en violation totale du traité international sur le commerce des armes. Avez-vous vu les dockers de Fos-sur-Mer bloquer les containers d'armes destinés à l'armée israélienne? Voyez-vous comment chacun, là où il se trouve, tente d'agir pour sauver Gaza? Je pense à ces professeurs du 20e arrondissement de Paris menacés de sanctions après avoir chanté la fraternité avec le peuple gazaoui. Je pense à Jacqueline, la grand-mère de Jana Abderrahim, 2 enfants tués à Bethlaya, qui a déposé plainte pour crimes de guerre et complicité de ces crimes. Et vous, monsieur, et vous, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous dit, qu'avez-vous dénoncé pendant tout ce temps pour qu'enfin cessent les massacres à Gaza? Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir peur de Benyamin Netanyahou? Pourquoi le laisser nous menacer, nous insulter quand il traite mal Emmanuel Macron et à travers lui la France? Avez-vous au moins un peu honte de ne rien faire? Avez-vous au moins un peu honte de voir notre diplomatie ainsi bafouée, ainsi humiliée? Monsieur le Premier ministre, aurez-vous le courage de vous dresser contre Benyamin Netanyahou pour exiger la liberté? Madame la députée, merci beaucoup. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophia Chikirou. Que fait la France, dites-vous? La France est le premier pays, dès le mois de novembre 2023, à avoir organisé les levées de fonds pour l'aide humanitaire à Gaza avec 1 milliard d'euros. Si la France n'avait pas été là, aucun pays n'aurait suivi à ce moment-là. Ce qui est sûr, Madame la députée, c'est que vous n'êtes jamais avare de buzz et de communication. Exactement comme ces derniers jours l'ont encore démontré. Que fait la France? Que fait la France, demandez-vous? 6 ressortissants français étaient présents sur le navire que vous avez cité. 6 ressortissants français étaient présents. La France a fait son travail. Le Quai d'Orsay a fait son travail. Elle a averti ceux qui étaient sur ce navire des risques qu'ils encouraient. Elle a maintenu le lien avec les autorités israéliennes en permanence. Et elle a fait son travail de présence consulaire. Ce qui fait que depuis hier,
les 6 ressortissants ont été en contact avec notre consul, ce qui fait que toutes les familles ont pu être contactées grâce au personnel du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que vous dénigrez et que vous empêchez de travailler. 45 000 mails ont été envoyés suite à vos pétitions qui ont complètement engorgé nos services de crise. Vous devriez avoir honte parce que pendant ce temps-là, nos services ne peuvent pas travailler à la protection de nos ressortissants. La France n'a aucune leçon à recevoir de vous qui ne faites que de la communication. L'aide humanitaire à Gaza doit être acheminée. Tout blocage est une honte, comme c'est une honte que vous manipuliez en permanence la souffrance des Gazaouis à vos seuls intérêts politiciens. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Allez, un peu de silence. La parole. Chut. Un peu de silence, s'il vous plaît. La prochaine question va être posée par Madame Naïma Mouchou du groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la société est sidérée de ce qui est en train de se passer. Les Français sont sous le choc et en colère quand chaque jour quasiment l'actualité leur jette à la figure un nouveau drame, une nouvelle violence. Chaque jour ou presque, des adolescents tuent à l'arme blanche. Des enfants et leurs surveillants sont poignardés jusqu'à l'intérieur même des établissements scolaires. Ce matin, c'est Cécile, assistante d'éducation, qui a perdu la vie. Hier, c'était Elias, Lorraine, Thomas, Sékou, Inès, Enzo, Mathis et tant d'autres encore, tous tués par des mineurs à l'arme blanche. Cette liste, Monsieur le Premier ministre, ce ne sont pas des faits divers, mais les signes d'un effondrement. Nous voyons l'autorité reculer partout et la violence gagner partout. Nous voyons une partie de la jeunesse qui sombre, qui bascule dans la brutalité la plus décomplexée. Nous voyons des adolescents qui sortent armés pour commettre le pire. C'est tout sauf une crise passagère, c'est un fléau, c'est l'ennemi public numéro 1. Voilà la conclusion de la mission que vous m'avez confiée sur ce sujet avec le préfet, M. François Ravier. Je vous ai rendu notre rapport le 28 mai dernier, qui n'est pas qu'un simple document, qui doit être un électrochoc, une prise de conscience et surtout l'opportunité d'agir. Il est temps, et c'est ce que nous préconisons, Monsieur le Premier ministre, d'interdire strictement la vente et la détention de tout type d'armes blanches par les mineurs. Il est temps d'imposer le déferrement systématique des auteurs, de prévoir des sanctions pénales beaucoup plus rapides et d'instaurer des peines minimales, de sécuriser nos établissements scolaires et d'améliorer la chaîne de signalement. Il est temps d'investir dans la prévention, dans la santé mentale des jeunes et dans la médecine scolaire, de s'attaquer aux conséquences délétères des réseaux sociaux en interdisant le téléphone portable à l'école. Les mesures sont prêtes, elles sont applicables. Nous ne pouvons plus attendre ni nous contenter d'hommages et de minutes de silence. Encore et encore, ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, mais elle est solennelle. Quand déciderons-nous que cela suffit? Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, d'abord je veux vous remercier du travail que vous avez fait avec le préfet Ravier à la tête de cette commission qui, en à peine plus d'un mois, a réussi à construire en tout cas un plan de réponse à cette vague qui paraît irrésistible, tant les armes qu'on dit blanches sont faciles d'accès, ne serait-ce que dans les cuisines familiales, et tant les adolescents qui s'y livrent semblent pris d'une contagion d'armement personnel dans les cartables des écoles. Ceci est insupportable. Et vous avez raison de défendre l'idée que vous avez contribué à nourrir et que nous construisons d'une réponse qui soit une réponse sans faiblesse, c'est-à-dire en interdisant le port de ces armes, en exigeant que lorsque ce port est constaté, il soit puni, et en faisant en sorte que nous construisions parallèlement une politique pour lutter contre la fragilité de ces adolescents et contre les accidents de santé mentale qui sont si fréquents.
Mais vous avez raison aussi de dire que nous ne résoudrons pas toutes les questions sans réfléchir à la manière dont notre société se vit, comment elle partage des valeurs et des principes, et comment on essaie de les transmettre aux plus jeunes, et notamment aux élèves des collèges. Alors, votre question, c'était quand allons-nous entrer? La réponse est maintenant. Et comme je l'ai indiqué, je vais vous demander d'accepter une mission que le gouvernement vous confiera pour que les préconisations que vous avez faites soient matériellement et directement réalisées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Madame Méréana Red Arbelot pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en 2013, une majorité d'États membres de l'ONU réinscrit la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes, témoignant que la décolonisation n'y est pas achevée. La décolonisation ne signifie ni en droit international, ni dans la perspective de ceux qui la réclament en Polynésie, une volonté de rupture avec la France. Dois-je rappeler que notre loi fondamentale, à travers son préambule de 1946, dénonce la colonisation et prône l'émancipation des peuples dont il a pris la charge. L'État refuse d'entamer la discussion avec les forces polynésiennes à la tête du pays, ne pas aborder ces discussions alors qu'elles sont demandées depuis 12 ans dans la sérénité, renforce le sentiment que l'État ne s'intéresse aux réclamations que lorsqu'elles s'expriment dans la crise. Cela est vrai pour les territoires dits d'outre-mer, dont les sujets changent de place dans la pile de l'attention de l'État selon la gravité des urgences. Hier, à New York, le refus de la France de porter ce sujet devant la communauté internationale est réaffirmé par son représentant. Soit. Commençons alors à Paris et à Papeete. Monsieur le ministre, pourrions-nous rompre ce procédé malheureux et engager une première approche axée sur les modalités et le calendrier de discussion sur ce sujet? À l'heure du sommet des océans, où les grands de ce monde s'accordent sur le rôle primordial des pays océaniques pour sauver la planète, qui, je le rappelle, pour les territoires dits d'outre-mer français, détiennent 97% de la surface maritime de la France, faisant d'elle la fière deuxième puissance maritime mondiale. À l'heure où les pollueurs prônent les meilleures postures à adopter à des territoires et des pays qui n'ont, eux, jamais mis la planète en péril, et dont les pratiques ancestrales, autrefois moquées, sont à présent plébiscité. N'est-il pas temps de tirer les leçons du passé et instaurer enfin respect, considération et humilité? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, j'entends votre question et je rappelle à la représentation nationale que la Polynésie française est le territoire qui dispose de la plus grande autonomie, de la plus grande étendue de compétences au sein de la République. La loi organique qui porte ce statut d'autonomie attribue, et vous le savez, la compétence de droit commun au pays polynésien française, l'État ne conservant qu'une compétence d'attribution. La position de la France reste inchangée. Elle conteste, et vous le savez aussi, la réinscription en 2013 de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, alors qu'elle l'a accepté, je l'ai souvent rappelé ici, pour la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas la même histoire. Et s'agissant du dialogue au sujet de la décolonisation, le choix juridique qui vient d'être fait en déposant des recours contre l'État rend évidemment plus difficile le chemin à prendre. Mais vous avez raison, plus que tout, le dialogue est important. J'ai rencontré hier et encore ce matin le président Botterson au pavillon France à l'UNOC. Il était présent évidemment ce matin à la réunion des États du Pacifique. Et je veux saluer ici la décision historique de création d'une aire marine protégée de plus d'1 million de kilomètres carrés au Whenua. À bien des égards, Madame la députée, la Polynésie monte la voie et inspire le respect, pas seulement à la France, pas seulement en France, mais je l'ai constaté encore ce matin aux yeux du monde. Je serai en juillet prochain en Polynésie et nous allons poursuivre ce dialogue et d'une manière générale avec l'ensemble des Outre-mer dans le respect, dans la considération, en innovant et en trouvant à chaque fois le bon chemin. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, je ne vous parle ni d'autonomie ni d'indépendance, mais de décolonisation.
Vous connaissez les erreurs du passé, dans le Pacifique et dans l'ensemble des anciennes colonies, océaniques comme continentales. Les enjeux environnementaux, économiques et géopolitiques sont immenses. Changez de regard, changez de discours. Merci Madame la députée. Merci. La parole est à Madame Martine Frogier pour le groupe Piot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge des collectivités. Aujourd'hui, partout en France, les CAS, Centres d'action communale d'action sociale, se mobilisent. Leur colère est légitime. Alors que la précarité ne cesse de gagner du terrain parmi nos concitoyens, que l'isolement progresse et que les besoins sociaux explosent, le gouvernement envisage de rendre facultative la création des CCAS, aujourd'hui obligatoire dans les communes de plus de 1500 habitants. Ces structures, nous les connaissons bien sur le terrain. Elles constituent un maillon essentiel de la solidarité locale, domiciliation des sans-abri, instruction des aides sociales, soutien aux familles en difficulté. Supprimer cette obligation sans aucune concertation, sous couvert de simplification, reviendrait à faire porter aux communes déjà confrontées à une reddition constante de leurs moyens la responsabilité d'un choix impossible, celui de maintenir ou non un service public essentiel. En rendant facultatifs les CCAS, vous créez les conditions d'un renoncement progressif à la solidarité locale, au détriment des plus vulnérables. En les rendant facultatifs, vous faites le choix de fragiliser un réseau de proximité qui, depuis des décennies, a fait la preuve de son utilité et de son efficacité. Monsieur le ministre, ce projet suscite une profonde inquiétude chez les élus locaux, les professionnels de l'action sociale et les associations de terrain. Il soulève une question de fond. Comment le gouvernement peut-il prétendre renforcer la solidarité tout en affaiblissant les structures qui la rendent concrète, visible et accessible au quotidien? Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Le gouvernement entend-il réellement maintenir cette orientation malgré les alertes de terrain? Si tel est le cas, sur quelle évaluation objective s'appuie cette décision? Et surtout, quelles garanties concrètes pouvez-vous apporter pour que chaque habitant, quel que soit son lieu de vie, continue d'avoir accès à un accompagnement social digne et efficace? Merci. Merci beaucoup Madame la députée. La parole est à Monsieur François Rebsaben, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Frogier, Martine Frogier. Je vous remercie de m'avoir posé cette question parce que ma réponse va être très claire. Il n'a jamais été question de supprimer les centres communaux d'action sociale. Il n'a jamais été non plus question de rendre facultatifs les centres communaux d'action sociale dans les communes de plus de 1500 habitants. Vous l'avez indiqué et vous le savez, ils sont facultatifs dans les communes de moins de 1500 habitants. Ce qui avait été envisagé dans le cadre du reclore de la simplification que nous avons organisé en avril sous l'autorité du Premier ministre, que je remercie d'ailleurs, c'est de donner aux élus locaux un maximum de liberté dans leur mode de gestion et donc de renforcer en quelque sorte la libre administration des collectivités locales puisqu'il s'agit de l'article 72, vous le savez, de la Constitution. L'objectif était simple, consolider la démocratie locale en laissant les communes libres de leur choix. Mais devant les craintes exprimées, et je profite de votre question pour le dire, je vous annonce qu'aucun amendement du gouvernement ne sera déposé à propos des PPL de simplification qui sont en cours de navette en ce moment. Cette liberté ne sera pas confiée aux collectivités et nous ne supprimerons pas les CCAS. Merci de votre question. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Sandrine Runel pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre des Solidarités, nous venons d'assister à un petit tour de passe-passe de votre collègue ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Mais je voudrais quand même revenir sur l'obsession gouvernementale de tout simplifier depuis des semaines et des mois. Dans chaque commune, dans chaque intercommunalité, les CCAS accompagnent nos aînés, les personnes isolées, les jeunes en rupture et les familles en difficulté. Celles qui se demandent dès le 15 du mois comment nourrir leurs enfants jusqu'au 31.
Alors, Madame la ministre des Solidarités, Monsieur le ministre de l'Aménagement, vous devriez le savoir, la solidarité dans notre pays, ce n'est pas une option. Les centres communaux d'action sociale sont bien plus que des structures administratives comme vous semblez le penser. Ils incarnent le service public de proximité, l'engagement des élus locaux et des professionnels. Et quand on sait qu'un Français sur 5 a déjà poussé la porte d'un CCAS, que la pauvreté ne cesse d'augmenter dans notre pays, votre mesure, même si vous venez d'y renoncer, entraînerait une dégradation du service public. Je le redis à ce gouvernement, on ne vaincra pas la pauvreté en s'attaquant aux pauvres. Les CCAS comblent désormais jusqu'au manquement de l'État en assurant des compétences d'hébergement d'urgence que vous n'assumez même plus. Lyon, Strasbourg, Rennes, Paris, Bordeaux, Alfortville et tant d'autres, ce sont nous qui mettons les familles à l'abri, qui hébergeons les mineurs isolés et qui hébergeons les enfants à la rue. Et vous voulez supprimer les services de solidarité? Quand allez-vous arrêter cette logique de démantèlement, de casse des services publics? Vous vous attaquez à tout le temps, aux chômeurs, aux malades, aux retraités, aux collectivités locales. Vous supprimez les ZFE, les ZAN, MaPrimeRénov' et maintenant les CCAS. Que restera-t-il de la solidarité après 10 ans de macronisme? À votre choc de simplification, nous préférons notre choc de solidarité. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur François Rebsaben, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire. S'il vous plaît. Madame la Présidente, merci. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Sandrine Runel. Ne trouvez-vous pas que votre question est légèrement excessive? Nous ne vivons peut-être pas la même réalité, mais j'ai un avantage sur vous, si vous le savez, c'est que j'ai été maire pendant 25 ans et j'ai été confronté aux difficultés pour assumer l'ensemble des compétences de maire. Et quand je vois des déclarations nous demandant de conforter l'action sociale à travers la compétence sociale aux collectivités locales, permettez-moi de rappeler que la compétence des communes est une compétence générale, bien évidemment. Et le social en est le cœur. Et vous ne pouvez pas me faire dire le contraire. Et le gouvernement ne dira pas le contraire. Le social, c'est le cœur des compétences des communes. Et elles assument ces compétences avec des moyens qu'elles ont et que quelquefois l'État leur transfère. Et donc je ne vous laisserai pas laisser penser ici que nous abandonnons les pauvres en France. Les pauvres sont en difficulté en France. Il appartient aux communes de les aider avec le soutien de l'État. Voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y aura donc pas de suppression des CCAS, comme vous voulez le laisser penser. Il n'y aura pas de suppression de clauses de compétences sociales, tout simplement parce que les communes, heureusement, qui sont le nerf de la France, eh bien ces communes, elles ont une compétence générale. Madame la députée, vous semblez l'oublier. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent Monsieur Christophe Marion pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Un drame, encore. Un drame comme un coup porté de plus à la République, dont l'école est le berceau. Ce matin, à Nogent, une surveillante est morte alors qu'elle accomplissait simplement sa mission au service de la réussite de notre jeunesse. Au nom de mon groupe, je veux dire à la famille et aux proches de la victime toute ma solidarité et mes pensées. Je veux dire toute notre fraternité au personnel, professeurs, élèves endeuillés du collège et plus généralement à tous les personnels de l'éducation nationale que je sais abasourdis. Remercier enfin celles et ceux qui se sont mobilisés depuis ce matin aux côtés de la communauté éducative de Françoise Dolto, de même que la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui est sur place. Notre groupe s'est mobilisé pour notre jeunesse. Nous avons alerté depuis longtemps sur la diffusion et l'intensification de la violence chez nos jeunes. Nous avons œuvré avec Gabriel Attal pour renforcer leur sécurité en portant une proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Et la question des mineurs sera au cœur des réflexions du garde des Sceaux à l'occasion de la réforme de la politique pénale qu'il souhaite mener et que nous accompagnerons. La ministre de l'Éducation a aussi pris des mesures en mettant en place des contrôles aléatoires de sacs et nous constatons aujourd'hui malheureusement qu'ils ne permettent pas d'éviter le pire. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, au-delà de l'émotion qui nous étreint tous en cet instant, quelles sont les décisions que vous envisagez de prendre pour éviter qu'un tel drame ne survienne encore et encore? Certes,
Il faut faire preuve de fermeté pour dissuader, car la banalisation de la violence ne peut être tolérée en République. Mais n'oublions pas que nos jeunes ont besoin aussi de pédopsychiatres, de médecins et d'infirmières scolaires, de celles et ceux qui peuvent prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur le Premier ministre, vous ferez des annonces ce soir. Les Français ont besoin de mots, mais d'actes clairs surtout. Ils ont besoin que vous agissiez. Nous serons à vos côtés pour ce faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, je veux d'abord me fondre dans les propos, évidemment, par définition et par émotion, par volonté de Monsieur le Premier ministre pour la famille, pour cette femme et pour tous les citoyens qui voient, en effet, alors que les gendarmes, alors que l'éducation nationale faisait ce travail de contrôle, se voit déferler cette violence, et notamment ces violences nées d'individus très jeunes, non connus des services ni de justice, ni de police, et qui, à 14 ans, en effet, sont capables, manifestement, de planter à plusieurs reprises des couteaux dans le dos de leurs surveillants. En l'absence de Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui est sur les lieux, de Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui est retenu pour le drame qui touche les deux sapeurs-pompiers, je vais d'abord dire que, dès mon arrivée place Vendôme, sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, j'ai pris une circulaire de politique pénale insistant en priorité, elle ne fait que 2 pages et demie, sur les violences faites aux personnes, notamment dans les établissements scolaires. Je veux dire que nous avons, dès l'arrivée de ce gouvernement, soutenu la proposition de loi du président Attal qui, grâce à votre intervention et grâce au travail que nous avons fait ensemble, permet désormais, on attend la décision du Conseil constitutionnel, la comparution immédiate appliquée désormais aux mineurs, l'exception d'atténuation de peine pour les mineurs de 16 ans et plus, et la responsabilisation surtout des parents qui étaient en effet très absents de notre code de justice des mineurs. Par ailleurs, nous avons rajouté à la demande du gouvernement les mesures d'éducation judiciaire qui sont non respectées, qui désormais doivent l'être sous peine de sanction, le couvre-feu généralisé, ce qui n'était pas le cas dès la sortie de la classe, et l'expérimentation du doublement des assesseurs dans les tribunaux pour donner plus de place à la société dans la décision. Mais comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, les propositions de Mme Mouchou seront suivies par la chancellerie, que ce soit le déferrement systématique afin d'engager une action de la police, de la PJJ et de la police en charge des mineurs, la modification du CJPM comme nous l'avons évoqué dans les débats et la création de circonstances aggravantes en cas de détention d'armes blanches. Cela se fera dès aujourd'hui avec la loi Attal et dès demain dès que nous avons un véhicule législatif que la chancellerie soutiendra. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent monsieur Benjamin Lucas Lundi pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, pourquoi Monsieur Netanyahou, à la tête d'un des États les plus militarisés du monde, a-t-il peur d'un petit bateau rempli de farine, de lait pour nourrissons et de médicaments? Pourquoi s'être comporté comme le chef d'un gang de voyous, en l'interceptant en pleine mer, violant les conventions internationales, foulant aux pieds le droit humanitaire et les valeurs fondamentales de toute civilisation? Rima Hassan, Greta Thunberg et leurs compagnons n'ont brandi aucune arme, si ce n'est celle de la morale, d'un cri qui se propage à travers la planète. Assez de femmes, d'hommes, d'enfants affamés, bombardés, asphyxiés, assez du massacre. Face au génocide, aux 4 coins du globe, les consciences s'éveillent. Enfin, les foules se lèvent. Le silence se brise jusqu'au cœur de la société israélienne. Monsieur le Premier ministre, dans quelques années, nos enfants, instruits par les récits et les images dont nous disposons déjà, nous demanderont « Qu'avez-vous fait ?» Notre génération sera jugée par la prochaine et par l'histoire sur ses actes. Alors, aux actes maintenant. Allez-vous reconnaître l'État de Palestine et avec lui la dignité de tout un peuple? Allez-vous décider de sanctions dissuasives contre Israël, d'un embargo sur les armes, de la fin de toute forme de complicité par l'inaction? Monsieur le Premier ministre, la République française va-t-elle se hisser là où l'appellent ses valeurs, du côté de l'humanité? Je vous remercie. La parole est à monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benjamin Lucas. Nous pouvons partager un certain nombre de vos propos, considérant le caractère insoutenable de ce qui se passe à Gaza et le caractère honteux et absolument intolérable de l'incapacité à laisser passer l'aide humanitaire à Gaza. Mais ne tombez pas dans le panneau de la communication, notamment de cette flottille de Gaza. Je l'ai dit tout à l'heure,
la France a été très claire. Nous avons d'abord, dès que nous avons eu connaissance de ce projet, prévenu les 6 ressortissants français qui étaient sur ce navire. Nous avons été en lien constant avec les autorités israéliennes et aussitôt l'arraisonnement du navire fait, notre consul a fait son travail et a été en présence consulaire avec l'ensemble des ressortissants. À ce stade, 2 ont fait le choix d'un retour volontaire en France. 4 l'ont refusé et devront donc comparaître devant la justice israélienne avant d'être expulsés. C'est leur choix et nous avions donné toutes les informations nécessaires par rapport à ça. Mais je vous sais trop attentif à la souffrance des Gazaouis pour ne pas nous appesantir sur ce coup de com' et cet énième coup de com' de certains. Oui, la France est au rendez-vous et je le répète, dès le mois de novembre 2023, a organisé les levées de fonds pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Vous ne pouvez pas reprocher ni au président de la République, ni au gouvernement français de vouloir non seulement la paix, mais toujours avancer vers la seule solution qui vaille, la solution à 2 États. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je parlais de la génération qui arrive, je veux lui dire que j'ai honte. J'ai honte de la façon dont vous organisez le débat public sur cette question tragique pour l'humanité. Monsieur le ministre, nous avons été capables dans cette enceinte de nous lever unanimement et de faire silence pour les victimes des actes terroristes du 7 octobre. Nous avons été capables de réclamer unanimement la libération des otages. Vous êtes incapables de la même unanimité pour dénoncer le génocide à Gaza, incapables de la même unanimité pour reconnaître l'État de Palestine. Vous ne répondez pas, vous fuyez vos responsabilités face à l'histoire et face au drame qui se joue là-bas. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Charles Aloncle pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi avant tout de vous souhaiter un joyeux anniversaire. 1 an déjà, 1 an de Front républicain, 1 an d'alliance avec la France insoumise, sans qui vous ne seriez pas avec nous aujourd'hui. Alors joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aussi à Laurent Wauquiez, à Mathilde Panot, à Sandrine Rousseau. Et surtout, n'oublions pas celui sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Joyeux anniversaire à Gabriel Attal, castor le plus besogneux du barrage républicain, grand sauveur de notre démocratie, du moins celle qui s'arrête à la porte des bureaux de vote. Dans tout le pays, 1 an après, vous l'entendez, les Français vous disent merci. Merci d'abord pour cette assemblée plus représentative. Nos débats bénéficient d'un regard expert et inclusif. Sur ces bancs, on parle narcotrafic avec des dealers, on discute de justice avec des consommateurs, on débat même de sécurité avec des triples fichiers S. Merci aussi pour vos réformes majeures. Taille des bouteilles d'eau, panne d'ascenseur, grossophobie, chemsex, tous ces fléaux qui font exploser les chiffres de l'insécurité. Et pendant que vous œuvrez pour l'histoire, le réel, lui, frappe malheureusement à la porte. Cette porte, c'est celle du collège Françoise Dolto, qu'une surveillante ne franchira plus, poignardée à mort ce matin par un élève de 14 ans. Merci donc à votre barrage de nous avoir évité le pire, l'union des droites, de l'ordre à l'école, des peines exécutées, des professeurs en sécurité. Alors, monsieur le Premier ministre, maintenant que la bougie est soufflée, comptez-vous allumer autre chose que des écrans de fumée? Je vous remercie. Monsieur le député, la parole est à monsieur Patrick Mignola, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Aloncle, je crois que quand on est un élu de la République, on se doit d'abord de défendre la démocratie, et défendre la démocratie, ça ne passe pas par l'autodénigrement du Parlement. Vous savez, il y a 1 an, le président de la République a choisi de redonner la parole aux Français. Et je crois qu'il faut respecter cette parole. Quelle était la question qui leur était posée? Est-ce qu'ils allaient choisir de donner une nouvelle majorité évidente et écrasante au Parlement, ou est-ce qu'ils allaient au contraire choisir d'en faire le miroir de leur propre diversité? Ils ont choisi la diversité.
Et je veux rendre hommage aujourd'hui aux parlementaires que vous êtes pour le travail qui a été effectué depuis dans un esprit de compromis pour avancer. Après avoir doté la France d'un bloc de textes financiers et budgétaires, vous avez voté des textes agricoles, puis des textes régaliens sur le narcotrafic et sur la justice des mineurs, puis des sujets sociétaux sensibles dans lesquels tout le monde a salué l'attitude de l'Assemblée nationale, des textes économiques et sociaux. Et à la fin de cette semaine, on aura terminé le projet de loi de simplification de la vie économique. Ce sera l'énergie au mois de juin, avec 2 lois Mayotte, sous l'autorité du ministre d'État et du Premier ministre, qui auront encadré cette action du gouvernement. Le Parlement n'a jamais été aussi puissant, pour peu qu'il travaille dans un esprit de compromis. Et au moment où nous réfléchissons les uns les autres à l'évolution de nos modes de scrutin, je crois que ça devrait nous inspirer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Très bien. La parole est à présent à Monsieur François Piquemal pour le groupe La France Insoumise. Bonjour à toutes et tous, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Économie. Un petit point météo pour débuter, si vous le voulez bien. Soleil et chaleur pour tout le monde. Petit risque orageux toutefois en fin de matinée. 31 degrés de moyenne avec des pics attendus à 21 degrés le matin à Nice et 38 degrés l'après-midi à Agen. Des températures anormalement élevées pour un mois de juin, vous en conviendrez, mais qui vont être de plus en plus courantes avec le dérèglement climatique. On espère ainsi, Madame la Présidente, que contrairement à plus de la moitié des Français, vous ne vivez pas dans un logement qui vous expose à la chaleur. Ça s'appelle une bouilloire thermique. Si vous ne savez pas comment faire, Madame la Présidente, faites comme les Français. Ne comptez que sur vous-même et pas sur le gouvernement qui vient de décider de suspendre le dispositif MaPrimeRénov'. Il avait déjà fait baisser son budget. Cette fois, il le suspend notamment, je cite, en raison de l'afflux des demandes. Tiens donc. Et oui, pourquoi continuer un dispositif qui marche enfin en Macronie? Quelle drôle d'idée! Aussi, les organisations écologistes vous suggèrent donc une proposition audacieuse, Monsieur le Ministre, mais je ne sais pas si vous êtes prêt à l'entendre. Peut-être qu'au lieu de suspendre, la solution serait d'employer et de former des agents pour instruire les dossiers de rénovation et lutter contre les éventuelles fraudes. En attendant, Madame la Présidente, si parmi vos proches, vous avez des personnes âgées, des enfants, des personnes qui ont des problèmes de santé, mettez-les à l'abri et protégez-les comme vous pouvez ou demandez à Monsieur Bayrou s'il compte relancer la production d'éventails. Si, comme Alex, patron d'une PME dans le bâtiment à Toulouse, vous avez la moitié de vos chantiers qui sont annulés, eh bien faites comme tout le monde, licenciez et débrouillez-vous. À moi, Monsieur le Ministre, à moi, que la raison ne vous revienne et que MaPrimeRénov' ne soit pas suspendue, mais améliorée pour la rendre encore plus attractive et efficace. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Valérie Létard, ministre du Logement. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Piquemal, je vais essayer de compléter mon propos de tout à l'heure pour vous dire que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que le gouvernement a certainement pas l'intention, comme je l'ai entendu, de supprimer MaPrimeRénov'. Il a l'intention de prendre à bras-le-corps pour être au rendez-vous des ambitions et de continuer l'accompagnement des ménages, de régler 3 sujets qui sont apparus cette année. Une accélération significative avec un triplement de dossiers sur la rénovation globale. 2 mois de retard au démarrage suite à un vote du budget tardif. Et troisièmement, la PPL Cazenave qui est maintenant à notre disposition et qui va nous permettre de travailler sur un nouveau type de fraude, vous le savez si vous êtes en lien avec le terrain, qui prend une part significative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que tous les dossiers déposés d'ici le 1er juillet seront instruits et payés s'ils sont conformes et ne sont suspects d'aucune fraude. Ça, c'est clair. Deuxièmement, dès le 17 juin, nous allons réunir tous les acteurs du secteur pour travailler aux modalités de cette suspension temporaire qui prendra fin mi-septembre et dont l'objet, vous l'avez compris, c'est de réduire les délais d'instruction au bénéfice de nos concitoyens, mais aussi des entreprises qui attendent trop longtemps aujourd'hui, de régler très fortement et très fermement les fraudes. Et il y aura des sanctions très fortes qui seront données. Et enfin,
effectivement d'avoir un dispositif qui, pour la fin d'année, soit avec 3,6 milliards d'euros maintenu, conforté par des C2E, des certificats d'économie d'énergie, et avec des fraudes qui auront été maîtrisées et un calendrier que nous souhaitons maintenant beaucoup plus régulier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Antoine Gauliot pour le Rassemblement national. Oui, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Depuis le début de l'année, jamais autant de migrants n'ont traversé la Manche à bord de small boats. Les autorités anglaises ont récemment enregistré un pic record avec près de 1200 migrants arrivés en une seule journée. Fin mai, un naufrage a eu lieu près de Boulogne-sur-Mer dans ma circonscription. À Velette-sur-Mer, en Normandie, un groupe de migrants est intercepté 2 fois en moins de 24 heures. À proximité de Dunkerque, on enregistre également un naufrage. La litanie de ces faits peut être encore longue, malheureusement. Du Dunkerquois jusqu'aux plages normandes, en passant par le Calaisis et le Boulonnais, notre littoral est pris en otage par les flux de migrants et les passeurs. Nos côtes sont transformées en rampe de lancement de l'immigration illégale vers l'Angleterre. Malgré les millions d'euros versés par le Royaume-Uni et les moyens humains mobilisés par l'État, les réseaux de passeurs agissent toujours en toute impunité. Et les départs se poursuivent presque chaque nuit sous les yeux des habitants de ma circonscription. Dans nos communes littorales, la situation est devenue ingérable. Tensions avec les habitants, insécurité, épuisement des forces de l'ordre, transports en commun surchargés, nuisances pour les pêcheurs et le tourisme local. Permettez-moi d'avoir une pensée pour nos gendarmes et policiers régulièrement agressés et aussi pour toutes les vies perdues dans les traversées. Nous ne pouvons continuer de simplement constater l'échec de l'État en matière de contrôle de l'immigration. Au Rassemblement national, nous rappelons depuis des années la nécessité de rétablir une maîtrise de nos frontières nationales. Alors, Monsieur le Ministre, qu'allez-vous entreprendre pour protéger les habitants de l'immigration massive, démanteler les filières et mettre fin à ces traversées illégales qui défient chaque jour notre autorité? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Antoine Gauliot, je voudrais rappeler tout d'abord que le renforcement continu du dispositif de protection aux infrastructures ferroviaires, mais également portuaires dans le Calaisis, a été efficace, mais malheureusement, il est contrebalancé par les small boats et les taxi boats qui sont devenus le principal moyen de franchissement. Rappelez que l'attractivité du Royaume-Uni à l'égard de ces populations ne change pas. Elle est constante et malheureusement depuis de nombreuses années, malgré les efforts budgétaires que vous avez vous-même rappelés d'ailleurs des Britanniques à 540 millions d'euros. Depuis la fin du mois d'avril dernier, une compagnie de police nationale est déployée pour 3 mois. Un escadron de gendarmerie mobile est dédié. Au total, ce sont plus de 1200 forces de l'ordre qui sont déployées sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord. Les résultats de 2024 et ceux de 2025 se situent à un niveau assez élevé. En 2024, malgré un taux d'interception de 58%, 694 traversées ont réussi et au 30 mai 2025, 244 ont réussi. Cependant, les moyens sont malgré tout toujours mobilisés. D'abord, la poursuite d'une stratégie commune est essentielle avec les Britanniques. Elle se continue, elle est en train de se renégocier pour 2026. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, tous les renforts annoncés au mois de novembre dernier l'ont été. 75 agents supplémentaires de la Direction nationale de la police de l'air et des frontières, le renforcement du commissariat de Calais, de Dunkerque, de 10 et 15 effectifs et les enquêteurs supplémentaires, 14 de plus, sont mis à disposition. La première cellule zonale d'échange de renseignements sur le trafic de migrants est installée depuis le 27 mai dernier. Évidemment qu'elle permettra de mobiliser les moyens des services de renseignement pour mieux entraver les réseaux de passeurs qui restent le problème majeur, à savoir que ce sont principalement ces réseaux qui aident, accompagnent et permettent à ces migrants qui ne veulent pas rester en France pour aller en Grande-Bretagne et de stationner à Calais en particulier, mais sur l'ensemble de votre territoire. Enfin, la lutte conjointe en amont contre l'immigration régulière transmanche et les réseaux de passeurs s'intensifie, je viens de vous le dire. Il conviendra également, pour répondre à votre question sur la protection de nos frontières, je rappelle que la France... Non, vous ne rappelez plus rien. On est à plus 11 secondes. Une prochaine fois. La parole est à Monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste.
Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Question claire, réponse claire. Entendez-vous augmenter les taux de TVA? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre des Finances et de l'Économie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Brun, vous me permettrez d'utiliser une partie de mes 2 minutes pour dire d'abord quel est notre sujet principal, et le Premier ministre le dit depuis longtemps. Nous avons 3 300 milliards d'euros de dette, et dans quelques années, nous allons verser à nos créanciers 100 milliards d'euros d'intérêts. Nous avons aussi un problème de compétitivité, ce qui fait que nous avons décidé de maintenir les prélèvements fiscaux et les prélèvements sociaux au niveau où ils sont. Le reste appartient en fait largement à la représentation nationale et aux partenaires sociaux. Je crois que vous faites allusion, peut-être, si j'ai bien compris, à la proposition du président de la République de réfléchir au financement de la protection sociale. Cette question, elle ne s'adresse pas au gouvernement, elle s'adresse aux partenaires sociaux, et il leur appartiendra, si la ministre les saisit ou s'ils se saisissent eux-mêmes, parce que tout ça est sous l'autorité de ma collègue Catherine Vautrin, de réfléchir à la façon de financer notre protection sociale. Parce qu'en effet, la sécurité sociale repose presque exclusivement sur le travail, que ce soit versé par les salariés ou par les entreprises. Je rappelle d'ailleurs qu'une part importante de la sécurité sociale est financée par la TVA. C'est un petit rappel en passant. Et donc, une réflexion peut s'ouvrir sur un réaménagement à l'intérieur de ces équilibres. Mais, comme l'a dit le Premier ministre à de nombreuses reprises, nous allons jusqu'au 15 juillet, jusqu'à la mi-juillet, écouter les propositions des uns et des autres. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le gouvernement prendra des décisions à la suite des arbitrages du Premier ministre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre de l'Économie, je tiens solennellement à vous dire ici, au nom des députés socialistes, que nous opposerons de toutes nos forces à cette augmentation de la TVA que vous préparez. Nous y opposerons pour plusieurs raisons. Cette TVA sociale, elle aurait d'abord pour premier impact de frapper les plus pauvres. C'est un impôt sur les bas salaires, c'est un impôt sur les petits retraités, c'est un impôt sur les inactifs et sur tous ceux qui sont frappés par la hausse des prix. Plus 25% d'augmentation des prix alimentaires depuis maintenant 3 ans, et vous voulez à nouveau augmenter les prix pour l'ensemble des Français. En plus d'être une mesure injuste, c'est une mesure inefficace économiquement. L'OFCE, qui a fait une étude récente, montre qu'elle détruirait 16 000 emplois en touchant très nettement la consommation des Français, à un moment où l'OCDE elle-même révise les prévisions de croissance de la France à 0,6, là où le premier budget que nous n'avions pas voté les prévoyait à 1,1%. La TVA sociale, c'est une TVA antisociale. Et nous, les socialistes, l'avons annulée en 2012 lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, là où le gouvernement de Nicolas Sarkozy l'avait mise en place. D'aucune manière, les socialistes, dans la préparation de ce budget, n'accepteront que les classes populaires, que les classes moyennes, que ceux qui n'ont que leur travail pour vivre soient mis à contribution. Et au contraire, les baisses d'impôts de plus de 60 milliards d'euros par an que vous avez mises en place depuis 2017 doivent aujourd'hui être revues. Ce sont toujours les mêmes qui payent dans notre pays. Et aujourd'hui, nous disons plus que jamais que face aux grandes difficultés financières que rencontre notre pays, les plus aisés doivent être mis à contribution. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député Philippe Brun, mon rebond sera aussi rapide que votre question initiale. Nous avons fait le choix avec le Premier ministre, avec la ministre du Travail, de faire confiance aux partenaires sociaux sur la réforme des retraites, et nous allons continuer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Annaïg Lemeur pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Valérie Létard, ministre déléguée chargée du logement. Madame la ministre, depuis 2020, le dispositif MaPrimeRénov' a permis la rénovation de 2,5 millions de logements. Il s'est imposé comme un pilier essentiel de notre politique de transition énergétique, tout en contribuant activement à la dynamisation de l'emploi dans le secteur du bâtiment.
Nous saluons votre engagement sur ce dossier stratégique. Cependant, depuis l'annonce récente de sa suspension temporaire, avec mes collègues Ludovic Mendes et Bastien Marchive, nous faisons face à une forte inquiétude remontée du terrain qui se décline en 3 alertes majeures. Du côté des entreprises du bâtiment, confrontées à des encours importants, c'est un climat d'incertitude qui s'installe. Quelles garanties pouvez-vous leur apporter pour assurer la continuité et la pérennité du dispositif afin d'éviter un coup d'arrêt brutal à la dynamique engagée avec des conséquences que cela implique pour des milliers d'emplois? Du côté des copropriétés, nombreuses sont celles qui attendent l'application des mesures prévues par la loi sur les diagnostics de performance énergétique, toujours en attente d'inscription à l'ordre du jour de notre Assemblée. Enfin, sur le plan budgétaire, alors que le dispositif a longtemps été sous-utilisé, il est aujourd'hui victime de son succès et de sa complexité. Au-delà de la gestion des fraudes, dispose-t-on encore de marge de manœuvre suffisante pour relancer MaPrimeRénov' à la hauteur des besoins exprimés? Madame la ministre, dans un contexte où les impératifs écologiques et sociaux n'ont jamais été aussi pressants, nous ne pouvons nous résoudre à voir MaPrimeRénov' devenir un nouveau rendez-vous manqué. Comment entendez-vous limiter les incertitudes actuelles, clarifier le calendrier à venir et garantir que ce dispositif demeure un outil fiable, ambitieux et accessible à toutes les Françaises et tous les Français? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Valérie Létard, ministre chargée du Logement. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Annaïg Le Meur, merci de me permettre de préciser mes propos sur la suite, en tout cas de MaPrimeRénov', et non la fin, mais bien la volonté de mieux prendre en compte encore cette montée en puissance qui montre bien que cette politique était vraiment adaptée et en tout cas correspondait à un besoin significatif, celui d'accompagner les ménages dans la résorption des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des passoires thermiques qui impactent les ménages. Alors, pour rassurer bien évidemment les entreprises, dire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais préciser que le 17, c'est avec le secteur que nous allons travailler à cette période intermédiaire, l'anticiper et préparer le retour mi-septembre à la bonne gestion de ce dispositif avec plus de rapidité, une réduction des délais d'instruction, parce que c'est à ça aussi que correspond cette pause. La fraude, la réduction des délais qui pèsent trop et sur les usagers et sur les entreprises, et construire ces nouvelles modalités avec les acteurs du secteur. Ensuite, cette fermeture, vous avez demandé les copropriétés. Évidemment, s'il y a un sujet sur lequel les choses sont plus compliquées encore qu'ailleurs, ce sont les copros. Pour cette raison, nous n'arrêtons pas le dispositif sur les copropriétés, nous le maintenons. Il se travaille en plus sur plusieurs années, c'est indispensable. Nous avons besoin, vous avez raison de le rappeler, Madame la députée, que le texte qui a été porté ici par Monsieur Marchive, qui a été adopté au Sénat, porté par Madame Gacquerre, puisse revenir à l'ordre du jour de cette Assemblée pour permettre de maintenir le calendrier de la loi climat, tout en laissant la capacité des propriétaires d'avoir le temps de mettre en œuvre les travaux. À partir du moment où ils ont voté, ils ont décidé ces travaux, ils auront des délais grâce à cette proposition de loi qui permet de concilier le temps nécessaire pour les travaux, leur financement et la tenue des objectifs de la loi climat. Merci, Nous Madame voulons la mettre ministre. tout cela en œuvre le plus vite possible. Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est à présent à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste et social. Monsieur le ministre de la Santé, que vaut la santé de nos enfants? Que vaut notre santé à tous et toutes? Je ne parle pas ici des chiffres de la sécurité sociale, ça je sais que ça vous inquiète. Ah là là, attention, les chiffres de la sécurité sociale dérivent. Alors là, vous faites des réunions, vous vous inquiétez, vous le dites partout, il va falloir faire des efforts. Vous prenez les choses très au sérieux. Mais les cancers des enfants, mais les maladies cardiovasculaires, mais les cancers digestifs, notamment celui du pancréas qui explose, d'où viennent-ils? Quand la FNSEA met ses tracteurs devant l'Assemblée, là aussi vous êtes inquiets, très inquiets même. Mon Dieu, il faut sauver les agriculteurs, comme si sauver l'agriculture, c'était empoisonner les sols et les eaux, comme si soutenir les agriculteurs, c'était les rendre dépendants des industries agrochimiques comme Bayer, Monsanto, comme si l'agriculture biologique n'avait pas besoin d'être soutenue. Le cadmium est cancérigène et il est présent dans les engrais phosphatés. 36% des enfants de moins de 3 ans en France
dépasse l'exposition aux doses journalières recommandées. La contamination se fait via les céréales, le pain, les pâtes, les pommes de terre, soit les aliments de base. D'une main, vous voulez réduire les remboursements des maladies chroniques, faire des économies, et de l'autre, vous autorisez les pesticides. D'un côté, vous vous alarmez de la baisse de la natalité, et de l'autre, vous autorisez l'acétamipride et les engrais au cadmium qui troublent l'érection et la fertilité. Monsieur le ministre de la Santé, quand comptez-vous discuter sérieusement avec votre collègue de l'agriculture? Quand comptez-vous enfin tordre le bras au lobby? La loi du plomb est une trahison de l'intérêt commun. Monsieur le ministre, nos cancers sont politiques, notre santé est politique. Quel est votre plan de réduction de l'exposition des Français et Françaises au cadmium et aux polluants? Je vous remercie. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente, Madame et Messieurs les députés, Madame la députée Rousseau. Je crois que ce n'est pas antinomique de prendre soin du budget de la sécurité sociale et de prendre soin de notre population d'une façon générale. Le cadmium n'est pas un des métaux lourds dont on parle le plus souvent. Donc je vous remercie pour votre question, tout comme je remercie Le Monde d'avoir fait un article fort intéressant le 6 juin dernier. Maintenant, je vais vous répondre sur un certain nombre de chiffres factuels. L'exposition aux métaux lourds peut avoir un impact sur la santé. Vous le savez parfaitement, et notamment le cadmium sur l'impact sur les os, l'impact sur les reins, sur les maladies cardiovasculaires, ayez le constat que je peux m'occuper des maladies cardiovasculaires également, et sur les cancers, cancer du sein, cancer du poumon et cancer du pancréas, dont le nombre a augmenté par 4 depuis 30 ans. Donc je suis très heureux que nous ayons pu inscrire le registre des cancers dans cet hémicycle, qui sera inscrit le 23 juin prochain. J'en remercie le ministre en charge des relations avec le Parlement et la présidente de l'Assemblée nationale. Concernant le cadmium, je reviens sur 4 points importants. Tout d'abord, la surveillance, Madame la députée, avec l'étude Alban que j'ai demandée, qui a débuté le 10 juin avec Santé publique France et l'ANSES pour justement étudier les liens entre l'environnement, la nutrition et la santé. C'est une étude d'imprégnation. Deuxième point, les normes, les 20 mg par kilo sur les engrais. Je serai particulièrement vigilant sur l'arrêté que doit prendre le ministère de l'Agriculture sur ce sujet, comme l'ont fait d'autres pays comme la Finlande, la Pologne ou la Roumanie. Troisième point, sur le dépistage. Les URPS médecine libérale ont fait remonter l'intérêt d'un dépistage. Ce dépistage est remboursé à l'hôpital et il le sera à l'automne en médecine de ville. Enfin, dernier point, la mobilisation avec les parlementaires, avec les professionnels de santé, avec les citoyens pour justement inciter la diversification du mode alimentaire, de favoriser, vous l'avez dit, les aliments bio puisqu'ils ont une teneur de 50% inférieure en cadmium et surtout de favoriser l'alimentation saine. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent Madame Sophie Maître pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voulais m'associer avec mon groupe aux peines des familles des 2 jeunes pompiers ainsi qu'à celles de la famille de la jeune femme tuée ce matin, elle aussi dans l'exercice de ses fonctions. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Logement. Le gouvernement a récemment confirmé la suspension jusqu'en septembre de MaPrimeRénov' afin de maîtriser les dérives budgétaires liées à un excès de pratiques frauduleuses. Nous soutenons votre volonté de revoir le fonctionnement de MaPrimeRénov'. Cela doit d'ailleurs ouvrir la porte à une réflexion plus large à laquelle notre groupe s'associera. Nous souhaitons en effet accélérer considérablement la rénovation énergétique pour des questions environnementales, mais aussi de pouvoir d'achat et de justice sociale. Et ce travail ne peut se faire sans prendre en considération l'ampleur de la dette budgétaire de notre pays qui s'est creusée depuis des décennies. Au-delà des clivages idéologiques, nous en appelons à la responsabilité des décideurs publics. Nous devons ainsi être particulièrement soucieux de l'utilité et de l'impact réel de chaque euro de dépenses publiques. Les aides à la rénovation énergétique doivent ainsi tenir compte de l'ampleur des travaux et des revenus des ménages, sans provoquer d'envolée ou de surenchère des factures. Ces aides publiques doivent soutenir les efforts, sans créer d'effet d'aubaine ou conduire à une inflation des coûts. Nous pouvons notamment nous appuyer de manière utile sur ce qui est fait en Allemagne.
Car il ne s'agit pas que d'une question comptable. Le budget, ce sont des choix majeurs en matière de souveraineté et de maîtrise de notre destin. Nous devons retrouver des marges de manœuvre pour maîtriser et réduire la dette de manière lucide et responsable. Nous en avons besoin pour financer la transition écologique à la hauteur des enjeux, pour inventer un modèle de solidarité à la hauteur de notre histoire et de nos valeurs, pour soutenir notre économie et sa capacité d'innovation. Cela doit se faire en investissant dans certains secteurs stratégiques pour que les acteurs de demain, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, puissent être la force motrice de notre pays et de sa capacité productive. Les travaux budgétaires avancent, l'urgence de la rénovation énergétique est là. Quels sont les... Merci. La parole est à Madame la ministre du Logement, Valérie Létard. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Sophie Metz. Permettez-moi évidemment de remercier le propos que vous venez de poser qui expose globalement les enjeux qui sont devant nous pendant ce deuxième semestre 2025. Prendre en considération la nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes, utiliser les outils que des propositions de loi issues de vos rangs permettent de maintenant mettre en application pour faire en sorte que chaque euro aille au bon destinataire, qu'il n'y ait pas de dérive au dispositif, de redéfinir les contours de la rénovation d'ampleur avec le secteur pour faire en sorte, comme vous venez de le rappeler, pas d'effet d'aubaine, éviter effectivement de se retrouver dans une situation où, alors que nous mettons les moyens, on se retrouve effectivement quelquefois à réinterroger le système. Il est tout récent. Mon accompagnateur Rénov', la Réno Globale, c'était début 2024. C'est là que ça a pris son envol. Nous avons les premiers retours sur expérience. C'est maintenant qu'il faut effectivement tous ensemble, avec le Parlement, avec vous et avec les acteurs du secteur, mettre à profit ces 2 mois et demi qui nous sépareront de mi-septembre pour continuer l'effort, l'amplifier avec des C2E supplémentaires, mais le faire en responsabilité pour que le plus grand nombre en bénéficie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Mathieu Marquiot pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. L'industrie automobile française, jadis fleuron national, est aujourd'hui en déclin. Selon une étude récente du secteur, jusqu'à 50% de la production de composants pourrait disparaître d'ici 5 ans. Résultat, 40 000 emplois menacés. Pourquoi ce naufrage? Parce que la Macronie mène depuis des années une politique hostile aux automobilistes, en particulier les plus en difficulté. Hausse des taxes sur le diesel, malus écologique toujours plus punitif, fin programmée des moteurs thermiques en 2035 et surtout les fameuses zones à faible émission remises en cause grâce à la mobilisation des députés RN. Car il n'y a que les députés du Rassemblement national avec Marine Le Pen pour défendre ces millions de Français qui souffrent, ces Français qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique à 40 000 €. Vous ne jurez que par la voiture électrique, mais elle ne peut pas être l'unique solution. Elle est trop chère, peu autonome, longue à recharger et les batteries posent elles aussi de sérieux problèmes environnementaux. Elle doit s'inscrire dans un véritable mix énergétique qui offre le choix aux Français, pas devenir une nouvelle religion sans pratiquants. L'automobile est le symbole de l'échec de votre politique de réindustrialisation. La France ne se réindustrialise pas, elle bricole, elle recolle des morceaux pendant que tout s'effondre. Croyez-vous vraiment à la réindustrialisation de notre pays alors que votre propre délégué à l'investissement Bruno Bonnell affirme « Tant qu'on ne change pas profondément notre approche, il faut arrêter de parler de réindustrialisation ». Voilà l'aveu. Les États-Unis, le Japon ou la Chine protègent leur industrie et vous continuez à vous soumettre aux règles d'une Union européenne qui interdit toute préférence nationale, même quand il s'agit de sauver nos ouvriers et nos usines. Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous enfin défendre notre industrie automobile et nos ouvriers? Allez-vous imposer du contenu local, soutenir le thermique propre et garantir aux Français le droit de circuler librement? Ou allez-vous encore céder au dogme d'un libre-échange qui ruine notre économie et menace notre souveraineté? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, 150 000 emplois industriels supplémentaires, des centaines d'usines qui ont ouvert, un pays qui est pour la 6e année consécutive le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers et en particulier pour les investissements industriels.
Je pense que cette majorité et celles qui se sont succédées depuis 2017 n'ont pas à rougir de leur bilan en matière industrielle, monsieur le député. Est-ce que ça signifie que tout va bien? Est-ce que ça signifie que tout cela est satisfaisant? Est-ce que ça signifie que tout cela est suffisant? Non. Il faut se battre pour nos filières en difficulté. Vous parlez de l'automobile, c'est une filière en difficulté, et en particulier celle des équipementiers automobiles. Il faut se battre sur chaque dossier industriel, comme nous l'avons fait à Fonderie de Bretagne, avec les élus, avec l'engagement de l'État, c'est près de 300 emplois sauvés, comme nous l'avons fait à Arques, dans le Pas-de-Calais, avec là aussi l'engagement des élus, de l'État, c'est 4000 emplois sauvés, comme nous l'avons fait avec Chapelle d'Arblay en Seine-Maritime, un projet qui est aujourd'hui sur les rails et qui représente là aussi des centaines d'emplois. Donc, encore une fois, il faut sortir des caricatures, monsieur le député, et admettre que l'action en matière industrielle, elle se déploie depuis bien longtemps. Il faut se battre aussi pour la compétitivité de nos entreprises. Nous nous battons pour la simplification, et nous l'avons fait avec mon collègue François Rebsamen, en exemptant, dans le cadre du projet de loi simplification, les projets industriels du ZAN. Nous le faisons également en maintenant la stabilité fiscale, en maintenant la baisse du coût du travail qui a créé des centaines de milliers d'emplois depuis 2017. Donc maintenant, monsieur le député, vous nous dites il faut mieux protéger. J'ai l'impression que vous avez manqué ce qui s'est passé ces dernières semaines et ce qui s'est passé ces derniers mois. Nous avons œuvré pour que l'Union européenne, sur la voie de la France et sur ses propositions, sorte de la naïveté. Nous avons aujourd'hui des propositions qui vont taxer l'acier chinois de manière plus importante, qui vont protéger l'industrie automobile de manière plus significative. S'il vous plaît. Cette sortie de la naïveté, nous l'assumons. Et vous n'en avez aucunement la paternité. Nous la portons au niveau européen. Nous allons continuer à le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.